Là, on est dans les anciens tunnels de train, faut pas être trop claustrophobe. C'est au moins le 20e panneau attention aux mines que je vois. Village dernier, là, je me suis retrouvé face à un espèce de mastodonte qui voulait pas me lâcher. Il est venu à 50 cm du vélo. Ouah, ça y est, on y est, putain. Après toutes ces difficultés, etc., le froid et tout, on y est sur cette foutue côte, ça fait plaisir. Hein. Oh lolo. Allez, let's go, on passe de l'autre côté de l'Adriatique. Parce que là, sinon, ça nous fait un détour de 30 km. Bon, normalement, je devais continuer ma route, mais quand je suis passé autour de la baie hier après, mais que j'ai vu Kotor, je me suis dit non, je dois m'arrêter ici, je dois visiter cette ville. Et franchement, je suis pas déçu, c'est vraiment exceptionnellement beau. Ce qui est dingue en plus, c'est que ça en été apparemment c'est vraiment rempli de touristes. Mais là, il n'y a absolument personne dans les rues. Vous voyez des endroits comme ça où il y a des abrutis de touristes qui peuvent marcher dessus en se disant tiens, je vais essayer, etc. Il n'y a qu'en Europe de l'Est ça que ça peut exister ça. Et je trouve ça bien, c'est marrant parce qu'il n'y a pas de sécurité partout. Si t'es un abruti, bah tu marches dedans et tu te casses une jambe, bon bah voilà, tu vois. Et puis il n'y a pas AXA ou les assurances qui vont venir en mode oui, monsieur vous êtes responsable, vous auriez dû mettre un panneau de signalisation. Bah t'es idiot, tu payes, voilà. Et c'est ça l'Europe de l'Est. Et c'est cool aussi quand il n'y a pas toutes ces normes et tout. Tu te sens plus relax en fait, plus responsable aussi de tes choix. Moins comme un enfant à qui il faut dire ouais alors ça c'est dangereux, ça c'est pas dangereux. Et moi ça me fait bien rigoler de voir ça. Voilà. Parce que là, dites-vous que là ici, je suis pas dans un squat. Hein. Là c'est un lieu hyper touristique où il y a des centaines de touristes qui viennent en été. Hein. Donc s'il y en a un qui marche et qui fait tomber tout le bordel et qu'en écrase 15 en dessous, bon bah c'est comme ça quoi, c'est le Monténégro. Ce genre de petit exemple comme ce sol qui est en train de s'effondrer nous montre à quel point nos sociétés sont complètement envahies par le droit et régies par des tas de normes complètement abracadabrantes, et je sais de quoi il en est parce que j'ai fait du droit et le code civil, je crois que ça fait 30 000 pages ou un truc comme ça. Alors que d'autres sociétés sont régies par le bon sens en fait. Et je trouve ça quand même beaucoup plus relaxant. Et je trouve ce qui matérialise cette prise de possession du droit partout dans le moindre détail pour installer un ventilateur en Europe de l'Ouest ou en France, c'est qu'en fait à la fin c'est une taxe sur l'intelligence quoi. C'est-à-dire qu'en fait ceux qui sont les plus intelligents finissent par payer pour ceux qui sont complètement débiles et qui sont pas capables d'avoir le moindre bon sens. En tout cas, c'est comme ça que c'est justifié, plus ou moins. C'est oui, faut pas se mettre en danger, etc. Et donc, du coup, ça conduit à une inflation au niveau des normes et des lois et des assurances et de tout ce qu'il en est. Et donc, bah, en fait, c'est une forme d'équité, entre guillemets, où ceux qui ont du bon sens et qui sont capables de, sans la règle, en fait, de comprendre le bon sens derrière, bah, font pas de conneries, et ceux qui sont pas capables de les comprendre, bah, en fait, en plus, ça les entretient parce qu'ils sont plus capables, vu qu'il y a de plus en plus de règles, bah, ça leur permet de plus du tout avoir à penser par eux-mêmes. Et donc, bah, ça les maintient dans cet état-là. Demain, on est reparti pour une grosse journée. On repart d'ici de Kotor. Une grosse montée de 1000 mètres de dénivelé jusque-là. Redescente, Cetinje. Là, on va prendre une toute petite route juste là.
Et je pense qu'on va s'arrêter camper quelque part par là. Ça aura fait 80-90 bornes, mais il y a encore 1500 mètres de dénivelé demain. Donc ça va être une sacrée journée. Après là, et là, hop, on passe en Albanie. Et tac, jusqu'à Tirana, qui est à plus ou moins 100 km de la frontière. Donc environ 3 jours de vélo avec encore pas mal de dénivelé. Il y aura moins de dénivelé quand on sera en Albanie, parce qu'on va plus longer la côte. Bon, il pleut ce matin et on est parti pour 1000 mètres de dénivelé. Allez, c'est parti. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a des virages là-bas qui se dessinent là-bas et c'est là-bas qu'on va tout en haut. Mais mine de rien, je me suis débarrassé de 4 kilos hier de fringues que j'ai renvoyées en France et là je le sens bien dans la montée. Ça y est, on est en haut, près de 900 mètres au-dessus Kotor. Il reste encore une petite montée pour monter à 1050 mètres, donc on va y aller. C'est des régions qui sont, waouh, qui sont très très isolées. C'est hyper beau. Par contre, qu'est-ce que c'est plus pauvre que Kotor? On voit vraiment Monténégro, la différence entre la côte où vraiment il y a toutes les richesses et là les villages où je passe, c'est très pauvre quoi. C'est comme en Bosnie. Donc ouais, c'est assez impressionnant. Ah, il m'est arrivé une bien drôle d'histoire il y a 1 heure. Je m'arrête dans un village là, même pas à 5 km. Il y a un mec qui arrive, grand sourire, et il parle un peu français, etc. Enfin bref, il parle un peu toutes les langues, ce qui déjà est pas bon signe. Et il me dit ouais, j'ai un hôtel pour les vélos, si tu veux tu peux rester, etc. Moi je lui dis bah, moi le truc c'est qu'en fait je voyage pas dans les hôtels, j'essaie de dépenser le moins d'argent. Il me dit bah pas de souci, mets ta tente juste ici, tu peux mettre voilà. En gros il a un restaurant, il me dit dans la cour du restaurant tu peux mettre ta tente. Donc bah moi je me dis ok, bon bah cool, en vrai je vais pas refuser quoi. Donc ouais, je lui dis ok, pas de souci. Et le gars jusque là voilà sympa, il me dit écoute, par contre je peux nous laisser un avis sur TripAdvisor, etc. Ça peut être cool. Moi jusque là pas de problème quoi. Le gars il est sympa, il m'aide, bon bah je lui laisse un avis quoi. Mais là il me dit vas-y viens avec moi. Et là on se retrouve dans le hall de son hôtel quoi, et il me dit vas-y prends le wifi et tout, et il me dit ouais vas-y laisse les avis maintenant et tout. Et non seulement en fait il voulait que je laisse des avis sur son hôtel, sur Google, sur son truc de bateau et sur son restaurant, donc à chaque fois mettre un commentaire, etc. Et bon moi je suis un peu gêné quoi, je lui dis écoute mec, je sais pas quoi mettre, surtout qu'après il passe à TripAdvisor, il faut mettre minimum 200 caractères quoi. Je lui dis écoute mec, je sais pas quoi dire quoi, je vais pas mentir sur ton hôtel, note-le toi-même quoi. Et puis il me dit ok bon je note moi-même. Ce qui m'a gêné dans cette interaction, c'est pas forcément le fait qu'il me demande de mettre des avis concrètement, c'était plutôt le côté ok t'es même pas arrivé quoi, on n'était même pas posé depuis 1 minute, viens tu vas mettre les avis, etc. C'est le côté ouais je fais semblant d'être un peu ton pote, ah j'adore ton projet et tout, le mec hyper enthousiaste, faut vous imaginer un peu le mec très extraverti, et d'un coup ouais par contre là on va passer sur un truc très transactionnel, là ça rigole plus tu vois. Et donc du coup le mec je l'ai vraiment pas senti, je commence à me sentir vachement mal à l'aise, je vois que le gars est un peu bizarre quoi quand même, il pense beaucoup à lui tu vois, moi je suis éclaté de ma journée de vélo, le mec il me dit ouais we are friends machin, donc déjà ça aussi deuxième mauvais signe, il me dit des trucs comme ça mais en même temps il en a rien à foutre quoi, je suis éclaté au niveau du visage, et lui tout ce qu'il pense c'est mettre ses avis, ça lui prend
10 minutes pour chaque avis et voilà, il s'en bat les couilles quoi en fait. Et donc bon, du coup je me dis bon, il faut que je parte d'ici parce que je sens le plan foireux. En général, quand ça commence comme ça, même si on se dit ah c'est bon, il va me laisser tranquille après, en général ça finit toujours pas bien. Enfin pas bien. En tout cas ça continue quoi. C'est-à-dire que le gars, vu que tu as un projet de ouf et qu'il pense qu'à lui, je sais pas, il va faire un live avec toi sur Facebook à 21h et il va faire 5000 photos. Donc je commence à me dire bon, il faut que je bouge d'ici. Et c'est marrant parce que le gars en fait m'a... Comment ça s'est passé? C'est qu'en fait j'étais en train de rouler, le gars m'a alpagué en mode hey! Comme ça. Et en fait j'ai pas réfléchi sur le moment. Le gars il avait l'air souriant. Déjà ça c'est un premier truc. Quand il y a un peu ce sourire de commercial, un peu de façade et le mec en plus il parle plein de langues mais mal plein de langues. Ça c'est un deuxième signe en général. Les bons arnaqueurs en général, ça je l'ai vu en Égypte notamment, ils parlent beaucoup de langues mais très mal. Ils parlent juste quelques mots mais ils parlent plein de langues comme ça, ils font genre ouais t'es mon pote etc machin. Et ouais. Et le troisième signe que j'ai pas pris en compte parce que tout est allé très vite, mais du coup ça a été un bon exercice, je referai pas l'erreur, c'est qu'il a commencé à jouer sur des leviers négatifs en fait. Quand je lui ai dit moi j'ai envie d'aller au bord du lac camper, il m'a dit ah non il n'y a pas de camping d'ouvert machin et tout. Et ça c'est un troisième signe pour moi quand quelqu'un veut un peu vous la mettre à l'envers ou en tout cas est pas dans une réelle intention de vous donner quelque chose et pas dans un réel échange en fait, il veut juste obtenir quelque chose pour lui et vous êtes juste un objet pour lui, peu importe ce que soit son intention, qu'elle soit vraiment mauvaise ou que ce soit juste mettre des avis comme ce gars. Le troisième signe, c'est que, en général, ce genre de gens, vu qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils sont pas bien intentionnés et que ça prend beaucoup de temps et de ressources de mentir, ben en fait, ils vont plutôt jouer sur des leviers négatifs que sur des leviers positifs. C'est-à-dire que les leviers positifs, c'est bah, j'ai vraiment envie de t'inviter parce que j'ai envie de te présenter à mon fils ou à ma famille, par exemple. Ça, c'est un levier positif. Un levier négatif, c'est par contre, décide-toi maintenant parce que là, j'ai pas le temps. Ah non, il faut pas que tu ailles camper ici parce que c'est dangereux, tu vois. Des trucs un peu comme ça, en général, ça doit mettre un peu la puce à l'oreille. Et là, il y avait plein de signes. Il y avait le sourire un peu de chat faux du commercial. Il y avait tous les autres trucs dont je vous ai parlé, mais j'ai pas fait gaffe. Et bah, comme quoi, même avec un peu d'expérience, on peut toujours se faire un peu se faire un peu avoir quoi. Donc le gars, je lui ai dit écoute, moi je me casse, voilà, je reste pas ici. Donc il faisait un peu la tête, mais voilà, il pense à lui quoi. Il assume jusqu'au bout. Donc voilà. Un mec comme ça, c'est pas pour moi, c'est pas des gens de valeur quoi. J'ai pas envie de donner de l'attention à des gens qui ont aussi peu de valeur humaine quoi en fait. Je veux dire quand on fait, enfin si vous faites un beau projet de voyage à vélo etc. En fait c'est un échange, hein. C'est pas juste les gens qui donnent, c'est qu'aussi les gens ils vont être inspirés par vous, ils vont peut-être avoir des choses grâce à vous qui vont faire grâce à vous parce que qu'ils n'auront pas compris et qui grâce à vous bah, ils vont se dire tiens bah, je peux peut-être voyager. Donc en fait il y a une forme d'échange réciproque qui se met en place même si c'est pas évident et qu'on a l'impression que c'est que d'un côté que ça donne. Et il faut aussi choisir les gens à qui on a envie de donner quoi. Et clairement ce genre de personnes méritent pas quoi. Donc ils sont centrés sur eux et puis voilà quoi. Donc et je me faisais cette réflexion intéressante parce que l'anecdote que je vous ai racontée à propos du gars, du coup, forcément, j'y repensais un petit peu. Et c'est marrant parce que instinctivement, j'étais un peu plus méfiant ce soir, un peu plus sur mes gardes. Et je constate qu'en fait, un peuple, quand vous le rencontrez comme ça à vélo et que vous rencontrez beaucoup de gens, c'est un peu comme finalement une personne en tant que telle. C'est-à-dire que une personne, vous lui faites confiance et puis des fois, elle vous fait des coups dans le dos, donc vous lui faites moins confiance et vous vous méfiez plus. Et avec un peuple, c'est un peu pareil, c'est que des fois, la confiance, elle est un peu rompue, des fois la confiance revient. Et il y a un peu ce sentiment-là où, au fond, bien sûr qu'on peut pas catégoriser toutes les personnes et que toutes les personnes sont pas pareilles. Mais à la fin, quand vous avez visité un pays, n'importe lequel, vous avez un sentiment général, et je trouve qu'il reflète assez bien l'attitude générale d'un peuple, un peu comme quand vous rencontrez quelqu'un, il vous montre une part de lui-même. C'est pas tout ce qu'il est, mais ça reflète quand même une partie de lui quand même assez générale et assez claire de lui-même. Et c'est un petit peu pareil avec un peuple. Et du coup, s'il y en a qui se demandent ce que je fais le soir pour m'occuper, alors ça c'est mon meilleur investissement du monde, un Kindle que j'ai acheté il y a un mois peut-être. Avant j'emmenais des livres et donc c'était hyper lourd et puis trouver des livres par exemple en Albanie, en français ou en anglais même, voilà il y en a 15 par bibliothèque donc c'est pas ouf. Et donc je lis beaucoup. Là je suis en train de lire Mermoz de Romain Gary. Et puis en même temps, en général, je me mets un petit podcast dans les oreilles.
que j'ai téléchargé avant de partir souvent, parce que des fois il n'y a pas de connexion. Quand j'ai de la connexion internet, alors là c'est grand luxe et je peux m'écouter un nouveau podcast, c'est trop bien. Donc là par exemple j'ai de la connexion et je vais écouter un podcast de Oussama Hamar et de Christophe Delaune sur le thème de l'architecture. Voilà. Là c'est dur là, putain, les montées et les descentes n'arrêtent pas. Je pense que là en même pas 35 km on a déjà dépassé les 1000 mètres de dénivelé positif. Donc avec la journée d'hier là ça tape vraiment. Et j'ai mal calculé mais la montée va durer beaucoup plus longtemps que prévu. Et j'ai rien du tout à manger. Et là on est sur des rues, sur des routes qui sont tellement désertes que c'est même pas la peine de penser à un supermarché. Donc ouais. Là la montée est encore très haute. Je vais vous montrer. Ça a pas l'air, mais là-bas il reste encore je pense 200-300 mètres de dénivelé. Et je suis déjà un peu cuit depuis 30 minutes là. Ouais, ça tape un peu. Ah, je suis flingué. Ah, il m'a tué la montée. Bon, au moins c'est super beau. On l'aura pas volé.